Bonjour. Bonjour. On est avec Marie-Aude Muraille, prolifique auteure jeunesse qui compte plus de 80 titres, des contes, des feuilletons, des nouvelles, des essais, des récits et surtout des romans d'amour, des romans d'aventure, policiers et fantastiques. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire ? Du plus loin que je me souvienne, voilà, j'avais 12 ans. Voilà, mais c'était pour ma petite sœur qu'on avait 8. Donc j'ai commencé en inventant une formule de magazine pour la jeunesse. J'avais marqué que c'était pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc moi j'avais 12 ans. Je faisais même le courrier des lecteurs, j'avais tout prévu, il y avait le coin des blagues, il y avait un feuilleton à suite, des contes pour enfants, enfin c'était très varié. J'avais déjà le souci de varier et d'avoir vraiment en tête une cible. Voilà. Donc je faisais de la littérature jeunesse, je ne le savais pas vraiment, mais voilà, ça en était. Et ça a tout de suite été un plaisir ? Personne ne m'a demandé de le faire, je n'ai pas été obligée, je n'ai pas été récompensée, je ne l'ai pas montré à la maîtresse, donc je pense que juste j'en avais envie. Et c'est toujours ça en fait, juste j'en ai envie. C'est pour ça que des fois j'écris pas, parce que j'en ai pas envie. Et donc après, si vous avez continué et que vous êtes passé à l'écriture de formats plus longs de romans, c'était l'envie aussi qui a une envie différente peut-être ? Alors entre les 12 ans et le fait d'être publié, je précise généralement que c'est passé un certain temps, ça c'est pour faire patienter les ados. Oui, j'ai eu un premier roman à 30 ans, alors comme quand je vais dans les classes primaires, je leur dis alors, ça fait combien de temps pour la patience ? Et ils me font ça mentalement, très très fort. Voilà, donc effectivement, j'ai tout un chemin entre les deux, j'ai fait des études, j'ai fait un gamin, j'ai appris des choses, mais je me suis décidée vraiment publier assez tardivement en fait. Avant d'avoir ce premier roman, j'ai écrit pour la presse sentimentale. Ça a été ma première école. Voilà, j'avais 23-24 ans et c'était pour les éditions mondiales. Alors certes, moins progressiste peut-être que mademoiselle.com. Donc on me disait que j'avais pas le droit au divorce, j'avais pas le droit à les faire coucher, pas de sexe. Et bon, ça devait se terminer toujours bien. Et au démarrage, c'était généralement le médecin et l'infirmière, le patron, la secrétaire, etc. Vous voyez le calibrage. Mais petit à petit, j'ai introduit une certaine subversion sous la forme d'humour, en fait. Voilà, donc j'ai essayé de détourner un peu les codes. En fait, je me suis beaucoup amusée, je crois. J'adore les histoires d'amour, alors ça me branchait. J'en ai écrit une centaine. Et à quel moment vous avez eu envie d'en faire un roman ? Comment vous êtes passé justement de ces histoires sentimentales au roman ? Oui, le roman qui avait vraiment rien à voir avec ce que je venais d'écrire, puisque c'était mon journal en fait de ma 30e année. Je pense comme beaucoup de jeunes femmes, j'ai commencé très auto-centrée. Voilà. Et donc, je me suis décidée, parce que ma petite sœur m'a grillée, je crois. Elle avait donc celle pour qui je m'étais dévouée à écrire des histoires. Et bien en fait, elle s'est fait publier avant moi. Non, là, c'est pas du jeu. Et donc, et puis en plus, ça a très bien marché. C'était un roman qui s'appelait Escalier C, qui a très bien marché, qui a fait un film, etc. Bon. Donc, en fait, elle m'a fait la démonstration qu'on peut être une fille et être un écrivain, même si le mot écrivain n'était pas prévu au féminin dans le dictionnaire. Donc, j'attendais peut-être cette démonstration. Et puis ce coup de pied au cul qui s'appelle être jalouse de sa petite sœur, peut-être ça a été très très bon pour moi, très très bon. Avec le recul, vous pensez que vous censuriez avant que son roman à elle sorte ? Je pense que je n'arrivais pas à passer le cap du « j'écris pour moi », en fait, que connaissent beaucoup de jeunes. Hein. Ça me paraissait une prétention inaccessible. Je pouvais à la rigueur dire « j'écris », mais je vais être écrivain. Voilà, c'était pas tout à fait ça me paraissait pas être dans mes moyens. Voilà. Et donc elle m'a fait cette démonstration que les filles aussi. Voilà. Oui. Mais j'ai fait aussi tout un détour sur moi-même, un travail sur moi-même, donc en thérapie. Sauveur en est un reste. Voilà, j'ai dû aller quand même voir un thérapeute pour arriver à exprimer un désir, mais aussi à dire mon trouble à ce moment-là. Donc j'avais la trentaine. Pour ceux qui auront lu ou qui ont lu Sauveur et Fils, le personnage qui me ressemble le plus, ce sera Ella Elliott, donc cette petite fille qui ne sait pas très bien si elle est un garçon. Voilà, donc voilà, c'est ce que je suis depuis que je suis petite. Voilà, depuis que je suis petite, voilà. Et donc ce journal que j'ai fait publier exprime essentiellement ça. Cette recherche de l'identité, voilà, qui suis-je. Donc, c'était pas pour les enfants. Et c'était pas non plus pour les éditions mondiales. Et écrire, ça vous a aidé à trouver cette identité ? Écrire, ça ne sauve de rien, vous dirait Marguerite Duras. Ça apprend juste à écrire.
La parole sauve. Bon, l'écriture, c'est un chemin. C'est sûr que c'est un compagnonnage, l'écriture. De toute façon, je pense que j'aurai jamais la réponse à mes questions. Mais c'est pour ça que je continue d'écrire, d'ailleurs, et de parler aussi. Mais c'est ce que je dis aussi à mes jeunes lecteurs quand je les rencontre. Je leur dis, voilà, j'ai 60 ans, je ne sais toujours pas qui je suis. C'est encourageant, non? Non, mais c'est bien parce que je leur explique que c'est passionnant, justement, cette quête de soi. On a toujours cette marge pour avancer. Donc, voilà, on y va. Je ne pense pas que je saurais. Et au quotidien, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire? Je suis beaucoup quelqu'un de la colère. Donc, c'est quand quelque chose vraiment me met un peu hors de moi. Et là, pour Sauveur, le déclic, c'était sans doute de voir un certain nombre de jeunes qui n'allaient pas très bien, voilà, et la réponse qu'on leur fournissait, donc qui pouvait être de les mettre sous médoc ou de les hospitaliser, juste parce qu'ils exprimaient quelque chose d'eux qui n'était pas en adéquation avec ce qu'attend la société. Ils ne se mettaient pas dans la case où il fallait. Donc, bon voilà, je pense à une jeune fille, elle, qui est plutôt le modèle de Blandine dans mon histoire. Bon, c'était ou l'école ou l'internement. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, ça s'appelle une phobie scolaire. Mais ça s'appelle surtout quelqu'un qui souffre et puis qui a besoin de parler. Donc voilà, elle aussi, je l'ai invitée dans mon roman. Il y a souvent une dimension qu'on pourrait qualifier de militante dans vos écrits, comme avec aussi Les enfants sans papier dans Vive la République ou l'homosexualité de Barthes dans Oh Boy. Est-ce que pour vous, il y a une responsabilité à écrire? Je ne sais pas s'il y a une écriture autre que politique. Enfin, je veux dire, c'est de toute façon, à partir du moment où tu parles de ton époque, tu as forcément un point de vue sur cette époque. Voilà. Donc, je me dis pas, je vais faire un roman sur. Hein, je travaille pour des personnages, j'ai envie de raconter une histoire, mais il y a effectivement cette colère en moi qui, tout d'un coup, me donne l'envie en plus d'écrire. Voilà. Donc. Effectivement, vous citiez Les enfants sans papier, c'était tout au début et j'ai eu envie de raconter une histoire autour de ça, mais qui soit pas... je ne suis pas quelqu'un qui descend dans la rue ce qui pourrait me tenter, c'est une barricade, mais bon, je ne suis pas trop pour les manifs. Je pense d'ailleurs que j'ai le bon âge pour monter sur une barricade, parce que mon père disait qu'il fallait envoyer les vieux à la guerre, pas les jeunes. Donc je pense que c'est aussi les vieux qu'il faut faire monter sur les barricades. Voilà, donc quand vous avez un sujet valable pour qu'on fasse ça, je suis partante. Est-ce que pour vous, du coup, l'écrivain a un rôle dans la société? Vous parlez de politique, qu'il y a toujours un point de vue politique. Est-ce que pour vous, cet écrivain, il a le rôle de faire passer ses idées dans ses écrits? De façon militante? Je pense que les adultes ont un rôle. Ils le jouent très mal. Voilà. Donc déjà, je me pose en premier comme un adulte. Voilà. C'est pour ça que je viens dans les classes, que je les rencontre. Première ligne, je suis un adulte. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est censé transmettre, protéger, discuter, etc. Donc toutes sortes de choses que les adultes ne font pas tant que ça. Donc ça, c'est le premier rôle. Après, oui, je suis un écrivain, voilà, mais qui est spécifique, un écrivain pour la jeunesse. Donc ça renforce encore, je dirais presque, ce rôle d'adulte, voilà, de transmission, d'accompagnement, voilà, d'aide à la parole aussi, leur laisser aussi la parole. On a une place particulière dans la cité, en tant qu'écrivain pour la jeunesse notamment. Et pourquoi justement écrire que pour la jeunesse? Pourquoi ne pas écrire pour les adultes? D'abord parce qu'ils me lisent, donc alors je m'en fous. En fait, je vois pas pourquoi je me fatiguerais et que je perdrais les jeunes. Mais c'est pas tant ça que je pense que j'écris mieux, en fait. Ça a toujours été mon idée qu'à chaque fois que je me redis c'est pour eux, il y a quelque chose en moi qui se tend. Et je veux que ce soit au mieux, le plus efficace possible, sans complaisance vis-à-vis de soi. Je cherche vraiment l'émotion, je cherche la vérité. C'est à partir du moment où je sais que ça va être pour quelqu'un de 8 ans ou de 12 ans que je vais donner le meilleur. Je le sens parce que c'est pas toujours du premier coup, j'écris. Et puis tout d'un coup, je sais pour qui. Et ça me fait retravailler. Et tout d'un coup, ça s'ajuste. Entre eux et moi. Et puis même, je veux dire, tout de suite je te parle, hein, je sais que si j'avais une classe de CM, je serais beaucoup plus performante. Désolée,
bien que tu sois une jeune, tu vois. Puis plus ils sont nombreux et plus ça me déchire en fait. Voilà, il y a quelque chose qui vient d'eux. Je crois qu'il y a une réalisatrice qui disait, une metteur en scène qui disait qu'au théâtre comme en amour, tout vient de l'autre. Et je pense que dans l'écriture, c'est vrai aussi. Donc je sais que je ne parle pas pour les écrivains en général, parce que beaucoup d'écrivains me récuseraient. Beaucoup disent qu'ils écrivent pour eux, qu'ils écrivent en pensant pas du tout à être lus, etc. Mais moi, je sais depuis le début que j'écris pour être lu. Et j'ai d'abord choisi d'être lu par quelqu'un de plus jeune que moi. Et c'est resté, en fait. On sent vraiment dans vos livres le souci de montrer aux enfants qu'ils sont écoutés, qu'ils sont importants. Est-ce que vous savez d'où ça vous vient, ce souci-là ? De l'émerveillement que j'ai ressenti quand j'ai commencé à écouter. Je ne savais pas ce que c'était pas vraiment un enfant avant d'en avoir un. Et j'ai été éblouie par le fils que j'ai eu, voilà, à écouter ce qu'il me disait à 3 ans, à 4 ans. Et puis j'ai fait une découverte formidable, je l'ai emmené dans une crèche parentale, autogérée, etc. Et je me suis aperçue que les enfants des autres étaient également formidables. Et que ce qu'ils disaient, mais c'était juste sciant, quoi. Et donc, maintenant, c'est vrai que quand je les rencontre aussi, j'essaie qu'il y ait de plus en plus cet échange. Ça fait 30 ans que je circule dans les écoles, hein, donc primaire, collège, lycée, etc. Et souvent on me laisse 1 heure, 1h30 pour parler avec eux. Pendant très longtemps, je me suis dit, bon, t'as qu'une seule cartouche et t'as qu'1 heure, donc tu donnes le maximum, voilà. Et puis, je me suis aperçue il y a quelques temps, j'ai mis du temps à comprendre ça, que ce qui pouvait être intéressant, c'était que l'échange soit vraiment plus partagé encore. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir des laryngites à répétition, ce qui fait que je les ai laissés davantage parler. Et ça m'enrichit. Et ça va certainement entrer aussi dans ce que j'écris. Ces derniers temps, j'ai tendance à leur poser des questions pour savoir un petit peu où ils en sont, sur ce que c'est que la famille, ce que c'est que le bonheur. On en parle beaucoup, ça se vend beaucoup, ce que c'est que l'amour. Et j'ai leur retour. Et une des plus jolies réponses que j'ai eues sur ce que c'est que la famille, et j'ai envie de le dire parce que nous sommes assez menacés par quelqu'un qui est plutôt manif pour tous. Donc, j'ai demandé à des CM, donc 9-10 ans, je leur ai demandé c'est quoi pour vous la famille ? Et un petit garçon qui m'a répondu c'est des gens qui vous écoutent. Alors là, il n'était pas question de savoir si c'était monoparental, recomposé, décomposé, de papa, de maman, papa, une maman. C'est très ouvert comme définition. Et c'est la vérité, c'est ça. Voilà, c'est des gens qui vous écoutent. Et ce qu'on retrouve aussi chez vos personnages enfants, c'est toujours une formidable ouverture d'esprit et de capacité à accepter les choses et comme elles sont, sans préjugés, sans se poser de questions politisées quelque part. Oui. En fait, c'est dans les écoles primaires que je me sens le plus libre de parler. Donc, on peut tout dire. C'est ces rencontres-là qui vous donnent envie d'écrire ? Non, c'est ces rencontres-là qui me disent pourquoi je continue d'écrire. Bon, c'est fatigant, hein, je fais d'un bout à l'autre de la France. Là, je vais partir en Russie, bientôt à New York. Je les vois dans le monde entier aussi, et puis dans tous les coins. C'est parfois plus compliqué d'aller dans un coin de France que d'aller en Russie, hein, c'est des fois très difficile. Mais je sais que ça me manquerait terriblement si peut-être un jour je pourrais plus. Alors il y aura Skype, hein. Je me rassure comme ça. Mais c'est pas la même chose. Mais bon, c'est quand même un contact. Je le fais aussi des fois par Skype parce que je peux plus. Je peux pas, j'ai pas le temps, ou c'est eux. Bon là, ça coûte cher, donc notre bilan carbone sera meilleur. Voilà, on fait par Skype. Bon. Mais je préfère être sur leur terrain. Je préfère les avoir en live. Je préfère Et eux aussi, je sais que c'est comme ça parce que. C'est quand même pas la même chose que de pouvoir s'agenouiller devant eux ou poser la main sur eux. Parce que là, je me recharge complètement. En fait, il y a une énergie formidable qui vient. Je suis lessivée, rincée à la fin des trucs. Mais je sais que je me suis en même temps chargée de quelque chose de positif. Voilà. Et qui me dit, effectivement, c'est pas que ça va me donner véritablement envie d'écrire, mais ça me dit pour qui. Et comme j'écris pour être lu, c'est fondamental de savoir pour qui. Et cette liberté-là des enfants, à votre sens, c'est ce qu'il manque aux adultes ? Alors, je ne vais pas être négative du tout. On ne va pas désespérer des adultes, parce qu'en fait, c'est quand même des enfants qui ont grandi.
Donc on peut ne pas désespérer d'eux. Je pense que c'est ce que je cherche en eux aussi, hein, et que j'arrive parfois à atteindre aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a qui continuent de me lire ou qui me découvrent et qui s'aperçoivent. C'est un monsieur qui m'écrivait ça, qu'il avait retrouvé une naïveté qu'il ne croyait plus en lui. Voilà. Donc, bon, je pense que je peux m'adresser au meilleur d'un adulte. Donc oui, cette naïveté, ce regard toujours neuf, on peut le réactiver. De toute façon, moi, si je le fais, si je suis toujours avec les enfants, je pense que c'est pour garder cette nouveauté, en fait. Pas pour jouer à l'éternellement jeune, j'en ai rien à cirer, mais c'est le regard qui est posé sur le monde qui est toujours jeune quand on se remet à hauteur d'un enfant. Alors justement, chez Mademoiselle, vous avez pu le voir tout à l'heure quand on est passé dans la rédaction, on est beaucoup de fans, donc à vous avoir découverte quand on était enfant, mais à vous lire encore aujourd'hui, à lire vos nouveaux romans avec toujours le même plaisir. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait l'universalité de votre propos ? Si vous pouviez me l'expliquer. J'en sais rien parce qu'en fait, je ne le fais pas dans un esprit de dire j'écris pour le maximum de gens ou pour qu'on continue de me lire même quand on est grand. J'écris pas pour tout ça. J'écris pour des personnages d'abord. Et je garde en moi un lecteur, soit enfant, puisque j'écris pour les plus jeunes, soit ado. C'est vraiment mon cœur de cible. Mais il faut croire que l'adolescence est relativement... Enfin, c'est quelque chose d'universel. J'ai pu aller dans des pays les plus exotiques et finalement, je l'ai trouvé proche de ce cliché. Enfin, je suis allée en Guyane. Il y a quelque chose d'universel dans l'adolescence, peut-être, et dans l'enfance. C'est peut-être ce qui fait l'universalité du propos, enfin, d'une certaine manière. Et c'est quoi, vous diriez, cette chose universelle ? Ce que Hannah Arendt appelait les nouveaux. Vous êtes les nouveaux, intarissablement les nouveaux. Et c'est le regard posé sur la condition humaine. Je dis souvent que les 3 ans, ils posent les grandes questions métaphysiques. Et je pense que les adolescents sont l'incarnation du tourment de la condition humaine. Donc c'est vraiment des... Peut-être avec le très vieil âge, c'est peut-être les moments fondateurs finalement. Les autres, ils s'occupent. On voit que vos personnages jeunes se confrontaient à des problèmes très difficiles de la vie. On a le décès de parents, la maladie ou le suicide. Est-ce que c'est dans un souci pédagogique ? Est-ce que c'est pour, par exemple, pallier des tabous qu'il peut y avoir dans la société ? On dit toujours qu'il arrive des choses extraordinaires dans le métier, mais non, c'est la vie tout à fait ordinaire en réalité. Si on discute avec les gens, je veux dire, parfois je raconte ma vie aux enfants, ils me demandent mais comment tu as fait pour supporter tout ça ? Mais en fait, je n'ai rien supporté du tout. Je veux dire, perdre ses parents, avoir été malade, être passé assez près de la mort, enfin toutes ces choses-là, ça arrive sur un chemin de vie, ça va t'arriver, ça s'est arrivé, ça arrive. Enfin, ça n'a rien d'exceptionnel ce que je raconte. On me dit, il arrive des choses extraordinaires, mais rien du tout, il arrive rien d'extraordinaire dans mes livres. C'est juste que je leur donne une résonance extraordinaire. Et ça s'appelle l'émotion. C'est ça qui est extraordinaire en nous. Mais il va nous arriver à peu près à tous la même chose. Hein. Enfin, bien sûr, il y a quelques destins fracassés ou exceptionnels. Mais les choses que je raconte ne sont rien que de ce qui va nous arriver, ou nous est arrivé. Malgré tout ce qui peut arriver du coup à ces personnages, il y a toujours une sorte de happy ending. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours bien finir vos histoires ? Alors ça, c'est un peu la règle du jeu. Ils se marient à avoir beaucoup d'enfants, sauf que maintenant, chez moi, ils ne se marient plus et ils réfléchissent avant de faire un gosse. Mais autrement, voilà, la règle, c'est effectivement que d'une certaine manière, l'ordre du monde est rétabli. Et l'ordre du monde, vous direz Michel Tournier, pour un enfant, c'est le bonheur. Donc j'y tiens relativement parce que je veux qu'en refermant le livre, il ait un sentiment de vitalité intacte. Voilà, j'ai envie qu'il reparte. Il a déjà voulu un petit peu interrompre, justement, s'interrompre dans sa marche pour lire, mais je veux que justement, ça lui donne la niaque pour repartir. Donc jamais je le laisserai sur quelque chose de dépressif. Puis ça permet de conserver le côté vraiment plaisir de la lecture aussi. Et je vais vous dire un truc, non seulement j'écris pour être lu, mais j'écris pour être relu. Montrez-moi les gens qui relisent les livres qui se terminent mal. C'est vrai. On relit un livre dont on sait la fin,
hein, et que ça va se finir bien. Moi, les quelques livres qui se terminent mal que j'ai relus, je lis pas la fin, je m'arrête avant. Hein, donc, mais bon, j'ai besoin de ces... Et donc, comme j'ai vraiment envie que mes livres... c'est pas de la mégalomanie, je sais pas, j'ai envie qu'effectivement ce soit un compagnonnage. Donc, j'ai envie qu'on y retourne. Pour être relu, il faut, je pense, donner envie de vivre. Vous parlez de votre petite espionne Romarine. Dans mon club d'espionnage, vous avez dit que vous aviez longtemps eu des difficultés à camper des personnages féminins, consistants et drôles à la fois. À votre avis, d'où est-ce que ça venait ? Du fait que je voulais pas être une fille, peut-être, n'est-ce pas ? Je pense que j'étais un peu en révolte. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une fille. Que j'ai eu tout à l'heure au téléphone quand j'étais dans la rédaction et qui m'a dit de passer le bonjour à Mademoiselle Pincombe, qui l'avait accompagnée dans son féminisme naissant. Et cette petite fille, en fait, m'a sans doute accompagnée dans mon nouveau regard, en fait, sur ce que c'est qu'être fille. Et elle m'a démontré que c'était bien. Donc, je pense que j'ai eu envie pour elle aussi de créer ces personnages féminins. Je pense qu'elle a dû me réconcilier avec quelque chose de cette identité-là. Donc, j'avais admiré mes garçons, j'ai beaucoup admiré ma petite fille, et je pense que il y a quelque chose de la réconciliation ou de la consolation. L'autre jour, je regardais Yentl pour la xème fois, n'est-ce pas ? Et à la fin, mais mon Dieu, je suis une fontaine, non, très, très facilement. Je pleure. Et mon dernier cri intérieur, quand j'entends Barbara Streisand qui se met à crier « Papa, watch me fly !» Je me suis dit « Mais putain que je suis contente d'avoir une fille !» Et elle vole. Et vous pensez qu'il vous manquait des personnages féminins en référence, peut-être en modèle avant ça ? Disons que depuis, il vole. Est-ce que vous avez un personnage préféré ? Bon, généralement, c'est celui avec lequel je vis. Hein. Je suis quelqu'un d'assez instable. Donc, en ce moment, c'est Sauveur, voilà. Et pareil, est-ce qu'il y a un roman dans ceux que vous avez écrits que vous préférez ? Non. Les écrivains, ils avouent jamais, en fait, ça. Et puis, on a toujours l'espoir qu'on ne l'a pas écrit. Donc, on ne préfère pas s'arrêter à un endroit. Voilà. Mais je sais qu'il y en a que j'ai mieux écrit que d'autres. Donc, j'ai un certain nombre de livres dont je sais que c'était des moments importants, voilà, pour moi. Et pour vous, c'est quoi le plus difficile dans le métier d'écrivain ? Le plus difficile dans le métier d'écrivain, c'est de ne pas écrire. Mais il faut l'accepter parfois. Parce que c'est pas le moment, parce que tu n'as rien à dire. Il faut attendre le déclic. Et puis avoir confiance quand même que ça va se reproduire. Pour moi, hein, c'est ma manière de vivre ce métier-là. Parce qu'on m'a tellement demandé d'où ça vous vient les idées, comment ça vous vient l'inspiration. Je dis, mais si je le savais, je serais très soulagée en fait. Bien sûr que je peux répondre, je peux dire à peu près avec quoi j'écris, etc. Mais pourquoi tout d'un coup c'est possible ? Pourquoi ça s'ouvre tout d'un coup ? Malheureusement, j'en sais rien, donc je ne peux pas le provoquer non plus. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Et en même temps, c'est pas mal que ça reste un peu magique, en fait. C'est quoi que vous préférez dans le métier d'écrivain ? La même chose, peut-être. Non, qu'est-ce que je préfère dans le métier d'écrivain ? Mon lecteur. Et ces lecteurs, vous disiez que donc, vous aviez du mal au début à trouver votre légitimité. Est-ce que c'est eux qui vous ont convaincu de continuer ? Je pense que c'est eux qui vous disent que vous êtes écrivain. La première fois que dans une cour d'école, en traversant, j'ai senti que les enfants disaient « c'est elle, c'est l'écrivain », je me suis retournée, je me disais « ils attendent quelqu'un ». Donc c'est vrai que c'est la légitimité, elle vient de ce regard de l'autre, même au point que des fois j'ai envie de disparaître parce que je vois la lectrice qui s'avance vers moi ou le lecteur et le regard qui change parce que tout d'un coup, oui, je représente pour lui plus que... Je représente un morceau de sa vie, en fait. Tous ces moments où il m'a lu, puis tout un pan de son enfance et tous ses yeux se brouillent et c'est le même bruit qu'à la cour de récré, c'est elle. Mais en même temps, je sais, j'essaie de relativiser pour pas... C'est pas seulement pour pas prendre la grosse tête, mais c'est aussi pour pas être complètement intimidée. Par ce regard-là, je me dis, bon, je sais que ça dépasse ma petite personne, voilà. Et que, en fait, je représente un moment important pour lui, voilà, pour lui, pour elle.
Mais en même temps, il me dit une parole comme « c'est dans vos livres que j'ai appris à lire ». Ou le premier livre que j'ai terminé, c'était le vôtre. Ou enfin, voilà, le premier livre que j'ai acheté pour ma fille, c'était un livre de vous. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là et j'en ai besoin. C'est à ce moment-là que je sais que oui, je suis écrivain. Donc ils me le disent, quoi. Mais bon, j'ai besoin qu'on me le répète. J'ai besoin d'une réassurance, en fait. Oui. C'est un peu tragique en même temps. Ouais, c'est ce qui fait ma fragilité, je pense, et ce qui fait que no man is an island, j'ai besoin de l'autre. C'est peut-être ce qui fait aussi que vos livres sont toujours très près du quotidien des jeunes, des enfants, au fil du passage des années, vous réussissez toujours à rester près d'eux. C'est peut-être ce doute-là aussi qui vous amène à... Oui, parce que je continue d'aller vers eux, oui, je pense que ça fait sans doute le fait que mes livres restent nouveaux, même s'ils sont... Parfois, ils ont 20 ans d'âge, 25 ans, 30 ans. Alors, vous écrivez aussi bien des romans de la vie quotidienne que des romans fantastiques, des romans d'amour, des romans historiques aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un genre que vous préférez ? En réalité, je ne sais pas si j'écris des polars, du fantastique, etc. J'utilise des ingrédients pour faire lire. Donc, par exemple, dans Le Dernier Sauveur, il y a l'ingrédient qui s'appelle le roman policier, mais c'est juste parce que ça fait tourner les pages. Il y a un secret, voilà, il y a un mystère, il y a un méchant. Mais pour moi, ce n'est pas un roman policier, mais il y a l'ingrédient qui est celui du polar, en fait. Donc, en fait, j'écris des romans quotidiens qui peuvent utiliser le fantastique, ou des policiers qui sont des romans sociaux, ou des comédies sociales qui, tout d'un coup, peuvent devenir un roman policier. En fait, je pratique, et ça ne sera pas très étonnant que je le dise, le mélange des genres. Est-ce qu'il y a un ressort d'intrigue que vous préférez, par exemple, un ressort sentimental ou policier ou... Il faut un secret, ça c'est... Je pense qu'un lecteur, il a envie d'arracher un secret à un livre. Ça fait des fois qu'on regarde à la fin, mais bon, c'est pas bien de faire ça. Et donc, il faut qu'il y ait un secret. Il faut... c'est Darwin qui le disait. Il faut une histoire d'amour et que ça finisse bien. Darwin, oui, il en avait besoin. Et si la femme est jolie, c'est tant mieux. Donc, il avait des goûts assez basiques de lecteur. Et donc, voilà, il disait qu'il faudrait une loi contre les romans qui se terminent mal. Donc... voilà, il me faut une histoire d'amour, oui, ça c'est sûr. Il faut que j'aime, voilà. Et il faut un secret. Et puis il faut que je puisse dire tout ce que j'ai vu récemment et qui m'a débordé. Voilà, j'ai besoin de témoigner en fait. Souvent c'est du très frais que j'ai envie de tout de suite délivrer. Des fois c'est dans la journée quelque chose que j'ai vécu. Il va falloir que ça passe. Des fois c'est dans mon dos pendant que je suis en train d'écrire. Il y a vraiment du chaud dans ce que j'écris. Voilà. Je sais très bien que quand j'écrivais Oh Boy, j'avais ma petite fille derrière moi et qui jouait avec ses poupées Barbie. J'étais avec ce personnage homosexuel et je vois ma petite fille qui fait coucher les Barbies ensemble. Je me retourne, ça déteint ou quoi? Elle avait 4-5 ans. Je dis mais c'est pas embêtant là si les filles elles se marient ensemble. Et puis elle me regarde et fait j'ai pas de Ken. Donc la scène entière, plouf, elle est passée direct dans le roman. C'est Bart qui dit ça à sa petite sœur et qui lui achète un prince charmant. J'ai fait la même chose pour ma fille. Donc il y a eu des fois, c'est ma vie qui immédiatement se déverse. Et vous, qu'est-ce que vous aimez lire ? Qu'est-ce que j'aime lire ? C'est par période. En ce moment, j'ai lu beaucoup de choses que, ne sont pas vraiment la littérature de jeunesse, Mieux vivre avec un schizophrène, Sommes-nous tous des malades mentaux, des choses comme ça. Donc j'ai une littérature assez robuste, on va dire. Pour me détendre, je lis beaucoup de BD, en fait. Je suis une grosse lectrice BD également. J'ai des périodes où je lis que des pièces de théâtre, mais c'est des lectures entre le plaisir et le professionnel, puisque là, j'ai fait un livre sur le théâtre, donc j'ai relu toutes mes pièces de théâtre à ce moment-là, mais avec beaucoup de bonheur. Je suis quelqu'un de la presse aussi, je lis énormément de presse, donc... je découpe, je collectionne, je fais des petits dossiers, c'est un peu maniaque, je suis assez archiviste. Donc tous les jours, là, plusieurs journaux. Est-ce que c'est dans un souci de témoignage aussi, de recevoir des témoignages que peut-être vous allez pouvoir retransmettre à votre tour ? La presse ? La presse, et les autres types d'écrits aussi finalement. Oui, mais j'ai besoin puis tous les essais, des choses très contemporaines. C'est parfois parce que il me semble flairer, dépister des choses, comme je suis sur le terrain aussi. Et en fait, je vais chercher un peu des gens qui peut-être me conforteront là-dedans. Quand je sens que ça commence à émerger dans des gros titres, c'est qu'on est en face d'un vrai problème de société
Et donc le mal-être, par exemple, des jeunes, ou la dépression des tout-petits, ou la douleur scolaire, en fait, toutes ces choses-là. Quand ça commence à faire des gros titres dans des magazines pas spécialisés, dans la presse générale, que ça affleure sur Internet, etc. Quand tout ça... voilà, je me dis, oui, j'avais bien touché quelque chose qui est en train de se matérialiser, puis de devenir un vrai sujet, quoi. Et des fois, le vrai sujet, je l'ai déjà entamé, je suis déjà en train d'écrire, et je m'aperçois que je reçois de plus en plus de matériaux, parce qu'en fait, effectivement, ce que j'avais observé, c'est en train de monter en puissance, d'une certaine façon. Alors, vous avez raconté que quand vous étiez jeune, vous aviez beaucoup été touché par Charles Dickens, tous ses écrits. Ouais. Et qu'est-ce qui en particulier vous a parlé et vous a marqué? J'avais 16-17 ans, donc jusque-là j'avais lu des romans qui se terminaient mal, et c'est vrai que ça s'appelle les classiques français. Et donc là, dans la bibliothèque de papa, que personne ne m'avait conseillé, j'ai vu 2 livres, donc de monsieur, je ne savais pas qui c'était, Dickens, et bon, je n'avais pas particulièrement d'occupation, enfin j'étais assez solitaire, et puis en plus, on n'était pas suroccupé, n'est-ce pas, je me suis vraiment bien chiée. Et donc je me suis assise, j'ai ouvert, et j'ai rien compris, j'ai même pas compris le titre, hein. C'était les papiers posthumes du Pickwick Club, va-t-en voir ce que ça veut dire. Mais ça ne m'a pas découragée, voilà, donc j'ai lu, je suis entrée dans celui-là, puis après, j'ai commencé à rire, un truc qu'on m'avait caché. On peut rire quand on lit un roman, donc il y a des romans rigolos. Et puis ça finissait bien, puis il y avait des histoires d'amour, j'avais dansé comme disent les gosses, il n'y en a pas un autre du même, donc il n'y en avait qu'un deuxième, plus gros, alors là je me suis dit, et c'est le vrai roman feuilleton, à rebondissement. Et pareil, je suis tombée vraiment amoureuse d'un des personnages, Eugene, et je dormais avec le livre, je l'ai lu et relu, je l'ai emmené avec moi partout, voilà, c'est la première... je pense que je me suis vraiment entraînée à être amoureuse là, dans ce livre-là, et après j'ai cherché tout Dickens, quoi. Puis après je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Et donc j'ai découvert qui il était, et sa vie est un roman, c'est un personnage formidable, et après je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette époque, et c'est l'époque victorienne, et c'est fantastique, etc., etc. Donc voilà, ça m'a progressivement ouvert tout un monde, qui n'était pas du tout la littérature qu'on me proposait à l'école, que j'ai aimée aussi, mais c'était pas du tout la même, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à la partager, parce qu'on me disait toujours, ce que j'avais remarqué, il est anglais, oui. Donc je pouvais pas en faire des exposés, je pouvais pas en faire une thèse, je pouvais pas, le truc qu'on me renvoyait toujours dans les dents, c'est il est anglais, oui, certes. Donc je le gardais pour moi. Et puis j'ai eu cette chance qu'à l'école des loisirs, ils ont fait une collection qui s'appelait Les Belles Vies. Et mon éditrice me demande, tu voudrais pas raconter une vie je te préviens, il est anglais, je lui ai dit. Et pour une fois, ça gênait pas. Donc voilà, j'ai pu raconter, enfin, commencer à rendre un peu à Dickens ce qu'il m'avait donné. Donc en fait, c'est un peu de la reconnaissance. Hein. Donc j'ai écrit ça à ma manière, j'ai écrit sa biographie pour la jeunesse, en montrant que c'est véritablement un roman. Voilà. Et puis j'ai écrit Miss Charity, qui est un roman victorien. Et puis j'ai adapté pour le jeune public De Grandes Espérances, qui est un roman de Dickens. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près payé ma dette, on va dire, à Dickens. Pour finir, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos lectrices qui ont envie d'écrire, mais qui ne savent pas comment s'y prendre? Ça, on me le demande des fois. Hein, et on me dit, j'ai envie d'écrire. Je dis... Généralement, je me penche vers la personne, je la regarde bien dans les yeux, je vais dire quelque chose, je vais te dire, écris, tu as ma permission. Il n'y a pas d'autre secret en réalité que de se donner cette permission. En fait, c'est pas moi qui vais te la donner, c'est toi-même. Donc, si vraiment tu en as envie, mais ne te pose pas de questions surtout. Te demande pas si tu vas terminer le livre, te demande pas si ça va plaire, tu demandes pas si c'est un métier, mais te pose pas toutes ces questions-là. Tu as envie d'écrire. Si c'est vrai, écris. L'autre jour, j'avais en face de moi une jeune fille de 14 ans et qui est venue, elle était presque en larmes et elle m'a dit je voudrais écrire, mais j'ai tellement peur d'échouer, j'ai tellement peur que ça marche pas. Et elle pleurait déjà sur sa destinée.
Je dis alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Pour l'instant, tu as 14 ans, de toute façon, tu peux ne porter que la charge qu'on peut mettre sur des épaules de 14 ans. Hein, tu ne vas pas être devant l'échec d'un éditeur qui te renvoie une lettre de refus. Donc, le jour où tu devras affronter cette démarche, mais tu n'auras pas 14 ans. Donc, ne te projette pas. Hein. Pour le moment, écris, pour le plaisir, simplement. Mais elle se projetait déjà. Et donc, je pense que c'est ce que ne devrait pas faire quelqu'un qui a envie d'écrire. Il ne faut pas qu'il pense à la réussite ou à l'échec, ou toutes ces choses qui sont tellement oppressantes et qui sont déjà tellement dans notre système scolaire, dans l'exigence autour de nous, etc. Là, c'est juste du plaisir. Et bien sûr que tu as envie d'être lu, alors surtout protège-toi et fais lire par quelqu'un qui ne va pas te détruire. Parce que j'ai vu aussi faire, et j'ai vu aussi des jeunes filles qui visiblement avaient confié trop tôt, trop vite, trop mal, et se sont retrouvées cassées. Donc c'est quand même quelque chose à protéger, ce désir d'écrire. Ça reste pour moi quelque chose que je protège. Pourquoi je cache au démarrage? J'ai peur d'être cassée. C'est vraiment fragile, ce désir. Donc d'abord, savoir qu'il faut d'abord que tu cherches quelque chose pour ton plaisir, et ensuite, comme je pense qu'effectivement, un écrivain, c'est pas quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui veut être lu, et ben, essaie de trouver la bonne personne. Merci beaucoup. Puis on a très hâte de lire Sauveur et Fils 3 et tous les prochains romans qui le suivront. Merci.